Homo Micro. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour la dernière en direct de l'émission Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Alors pour cette dernière et pour vous informer, Lauriane revient parmi nous pour nous faire découvrir un peu la presse féminine. J'avouerai que je ne la parcours pas régulièrement et que je ne connais pas vraiment. Bonsoir Lauriane. Bonsoir, je ne sais pas si c'est vraiment dommage, donc ce soir on va se demander la presse féminine, lesbien raisonnable. Ouais, lesbien raisonnable. Je pense que Eric, le connaissant, il parcourt tout, il lit tout, il regarde tout. La presse féminine. Moi, j'aime bien les pages livres de Elle. Ouais. Donc, quand je suis dans un salon chez mon médecin, il y a des Elle, parfois, ou des Marie-Claire, et je regarde les pages livres, et c'est vraiment bien. Ouais. Et toi, avec ton épouse, Jérôme, bonsoir. La presse Bonsoir, féminine, Brahim. c'est un univers que tu connais ? La presse féminine, Ouais. oui. La presse sportive féminine aussi, d'ailleurs. Ouais. Et heureusement que ça existe, parce qu'on ne la voit pas partout non plus. Et voilà. Tout à l'heure, tu auras un coup de cœur à nous présenter, un livre. C'est un livre qui est signé Youssef Chovanec. Ça s'appelle De l'amour en autistan, et c'est un bouquin rare. Ça a beau être sorti il y a 3 ans. Franchement, c'est un livre magnifique qu'il faut absolument avoir lu. Eric, tu t'es échappé, mais il va falloir aussi nous parler en quelques secondes de ton roman. À l'heure. Un magnifique roman sénégalais qui s'appelle De purs hommes. Ouais. Voilà. Tout à l'heure, on va dévorer et découvrir tout ça. Bonsoir Isabelle, comment ça va ? Bonsoir Brahim, ça va bien. Alors c'est la dernière en direct, et tout à l'heure en fin d'émission, tu nous diras ce qui se passera le lundi 16, mais on le réserve pour la fin de l'émission. 2 sons en ce qui te concerne ce soir ? Oui, 2 sons. On va partir en Angleterre et au bord de la rivière aussi. Voilà. En Angleterre et au bord de la rivière. Encore une fois, on va voyager avec toi. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Et pour cette dernière en direct, nous sommes ravis et heureux d'accueillir Philippe Bonomo, comédien, chorégraphe et metteur en scène. Bonsoir Philippe. Bonsoir Brahim, bonsoir l'équipe. On t'avait reçu il y a déjà quelques mois. Oui, pour le précédent spectacle, et je viens vous parler du nouveau. Ouais. Notre deuxième invité, Domenico Torti, producteur de talent qui réalise des remixes. C'est comme ça que je peux te présenter ou... Oui, entre autres. En l'occurrence, on va parler de ça ce soir. Ouais. Tu vas nous présenter tout à l'heure 2 de tes remixes. Mais avant tout, je suis ravi de vous inviter parce qu'avant tout, vous êtes des amis. Et je voudrais qu'on revienne un peu dans les années lycée. C'est vraiment en arrière, c'est quoi ? C'est 20 ans, 30 ans ? 20 ans. 20 ans, dans le département du 91. Et c'est là que vous vous êtes connu et découvert. Qui peut commencer un peu ? Exactement, mais tu veux quoi ? Tu veux qu'on te raconte notre vie, c'est ça ? Un tout petit peu, comment vous vous êtes rencontrés ? Il y a des choses qu'on ne dira jamais à l'antenne. Ah oui, bon, en dehors de ce que vous ne nous direz pas. On s'est rencontrés en seconde, au lycée donc. En première. Ah, déjà tu te trompes. Ouais. Déjà, il a bonne mémoire, Domenico en tout cas. Il dit n'importe quoi, il a Alzheimer, on ne le dit pas. Mais c'était effectivement en seconde. Ah bon ? Écoutez, je suis désolé, on va se battre. Vous étiez dans la même classe ? Vous étiez dans la même classe ? Oui, on était dans la même classe. Et alors tout de suite, vous vous êtes découvert que vous aviez un peu des affinités, une sensibilité qui... musicale déjà au départ. Ouais. Et puis après, on s'est peut-être rendu compte qu'on n'était pas comme tout le monde. L'humour surtout, on a ri beaucoup dès le départ. Et ça a été ce qui l'a séduit et ce qui m'a séduit. Domenico dit on n'était pas comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il entend dire par là, Philippe ? Déjà, dès le lycée, on se doute qu'on a une sexualité différente. Enfin, si on ne se doute pas encore, c'est dommage. Ouais. Nous, c'était su. Et donc sans en parler en plus, c'était évident qu'on avait un feeling entre nous plus qu'avec les autres garçons de la classe. Tout à l'heure, tu disais goûts musicaux, oui. Donc déjà, à l'époque, vous écoutiez quoi je sais pas, on n'écoutait pas forcément la même chose, mais il me faisait découvrir des choses et je lui faisais découvrir des choses. Donc après, évidemment, il y avait Madonna, c'est super original. Voilà. Michael, Madonna, Prince. Ouais. Mais après, il y avait des choses qu'il écoutait, qui me faisaient découvrir. Et puis moi, je faisais découvrir des choses. Et puis après, on est tombé d'accord sur une émission de radio qu'on écoutait tous les mardis soirs qui s'appelait je sais plus comment, qui était super sur Lune de Fiel, voilà, sur une radio concurrente.
Donc c'était super drôle. Et donc, du coup, après, on avait aussi ce truc-là qui faisait que ça parlait de sexualité, on se comprenait, mais sans avoir à dire les choses. Enfin, c'était bien. En fait. Alors, depuis tout jeune, tous les deux, vous étiez attirés par les métiers artistiques, musique, vouloir faire de la scène pour toi, par exemple, Philippe? Ouais, moi, ça date même encore d'avant, quoi. Je pense vraiment depuis la toute petite enfance. Il fallait que mon grand-père s'assoie, ma maman s'assoie, que tout le monde s'assoie et que je fasse le spectacle. Ouais. Donc ça, c'était en moi depuis toujours. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'était en moi. Et Dominique, moi, j'ai un souvenir très précis de lui. On était donc au lycée, peu importe la classe, et je le revois avec ses bandes Revox. Il avait déjà, évidemment, cette passion du remix, du montage. Et moi qui avais déjà cette passion de la danse, parce que j'ai commencé par la danse, je me souviens je dansais des heures dans sa chambre sur les remixes de Dominique, et on passait déjà des super souvenirs d'enfance, quoi. Donc à la maison, déjà, tu avais du matériel pour travailler? J'avais un magnéto à bande. J'avais dealé avec mon père que si je passais en terminale, il me payait un magnéto à bande. Et je suis passé en terminale. J'ai eu mon magnéto à bande et j'ai fait des remixes. Et non, c'est super. Les remixes à l'époque, moi je les faisais, c'était vraiment... évidemment, ça ne va pas parler à beaucoup de monde, mais j'enregistrais plein de sons différents sur des bandes. Puis après, je coupais les bandes pour assembler les sons les uns avec les autres. Et ce qui donnait des trucs un peu bizarres parfois. Mais ça se faisait déjà à l'époque dans les grandes radios. Oui, bien sûr. Moi, j'ai rien inventé. Moi, j'étais fan de mecs avant moi qui faisaient ça. Et puis voilà, c'est la même chose que de faire du montage sur les films, sur des bandes, avec des images. Domenico, tu t'es fait connaître aussi grâça à ça. Donc ensuite, tu as envoyé un certain nombre de choses aux radios. À une radio il y a un petit bout de temps. Et puis ils ont aimé, ils m'ont rappelé pour savoir si ça me branchait d'aller bosser là-bas. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Aujourd'hui, ça se ferait pas, ça? Si, mais aujourd'hui... Enfin, moi, je sais que si je devais, dans d'autres activités, recevoir un CV de quelqu'un, je m'en fous complètement qu'il vienne d'une école ou pas, parce que moi en l'occurrence je venais pas d'une école et j'aime bien l'idée que quelqu'un soit... Mais toi tu penses ça, mais... Je pense ça parce que j'ai eu la chance que les gens me proposent des choses sans que je vienne d'une école. Mais bon, le truc estampillé école, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est les gens qui ont du talent. Aujourd'hui, il y en a, mais même s'ils viennent d'une école, c'est pas forcément pour ça qu'ils sont plus talentueux. Et dans nos genres de métiers, de toute façon, tu as beau avoir un super CV au niveau formation, c'est quand même vraiment, faut faire ses preuves, quoi. Et je pense que effectivement, encore aujourd'hui, bon, ça c'est pas trop ma partie, tu vas peut-être plus le dire que moi, mais j'imagine qu'en radio, un jeune qui arrive et qui balance ses remixes, maintenant, faut qu'on prenne la peine de les écouter, ça c'est un autre problème. Mais si c'est écouté et que c'est bon, il n'y a aucune raison pour que le mec ne soit pas engagé. Et c'est de la même façon pour un comédien ou pour un danseur. Tu as beau avoir un super CV, c'est au casting, c'est à l'audition que tu montres si tu corresponds au rôle ou pas. Alors Domenico fabriquait ses remixes à la maison avec son propre matériel. Et toi à l'époque... comment tu faisais pour te faire connaître et te former un peu? Tu dansais dans ta chambre, dans la salle de bain? Mais je dansais partout, c'est vrai. Il y a une anecdote, bon ça y est, on rentre dans le truc. Mais ma mère aime à dire, à répéter que dès le berceau, je dansais, parce qu'effectivement, dès que je pleurais, etc., elle mettait la musique et déjà, je m'arrêtais de pleurer, je gesticulais dans le landau. Donc voilà, il y a une espèce de truc comme ça qui... Enfin, il gesticulait, il y a aussi les coliques néphrétiques qui faisaient que... voilà, forcément, hein, c'est pas non plus que de la danse. Hein. C'est vrai. T'as fini? Je peux en faire? Bon. Oui, donc, quand j'étais... la danse, ça s'invente pas. Donc évidemment, il faut d'abord passer par des cours, par une formation. Donc j'ai commencé naturellement dans le petit conservatoire de ma banlieue. Moi, je voulais faire Claude François, Sylvie Vartan. Enfin, moi, je suis un gosse des Carpentiers. Hein. Donc, c'était ça la danse que j'aimais. On m'a expliqué que pour faire ça, il fallait d'abord commencer par le classique. Donc, en faisant une tronche de 20 mètres, j'ai mis un collant et me suis accroché à une barre en disant vivement que cette barre et ce collant se virent pour un pantalon à paillettes et que je puisse faire clo-clo. Et j'ai tenu bon. Puis après, j'ai eu l'âge de commencer le jazz, le contemporain. Et puis, vers mes 17 ans... Non, à 18 ans, je suis rentré dans un studio professionnel pour avoir une formation professionnelle. Et je suis rentré parallèlement, parce que le mot commençait à me manquer, et je suis rentré en fac de théâtre pour avoir aussi ce bagage-là. Je considérais la danse un peu trop limitée, il fallait aussi du texte. Domenico, quel a été ton premier remix commercialisé?
Je voudrais juste dire que Philippe, parce que là il parle de son CV comme ça, mais il oublie quand même, quand on était plus jeune, il était un grand fan de Jeanne Masse, de Sylvie Joly, et ce mec-là a bossé pour Jeanne Masse et pour Sylvie Joly, ce qui est quand même, enfin honnêtement, qu'on soit fan de Madonna ou de Jeanne Masse ou de Sylvie Joly, quand on bosse avec les gens dont on est fan, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Non mais vraiment, sincèrement. Moi j'ai vu Philippe sur scène danser sur scène pour Sylvie Joly, c'est hallucinant quand même, honnêtement. Donc, mais toi tu as fait pareil. Non mais d'accord, mais il l'a pas dit, donc je voulais le dire. Alors, puisqu'on est dans les retours, on se connaît très bien, donc moi je vais pouvoir le dire aussi parce c'est quelque chose aussi que j'aime chez lui et que tout le monde aime chez lui, c'est l'apanage des plus grands, hein, d'ailleurs, c'est son absolue simplicité. Donc il va dire aux autres de son pote qu'il a réussi à travailler avec les gens dont il était fan, etc. Mais de la même façon, moi, quand j'étais môme, la première personne qui m'a parlé de Afrika Bambaataa, c'était Domenico. Et je sais qu'il travaille avec lui. Et voilà. Et donc, c'est quelque chose qui a exactement aussi cette fibre. En fait, la passion, la fanatitude, finalement, a été un moteur. Et pour l'un et pour l'autre, on a réussi ce qu'on voulait faire, quoi. Domenico, avant de nous présenter la dernière sortie d'un remix qui est sorti il y a quelques semaines, ton premier remix qui a été Mon premier remix, il a été commercialisé il y a un petit bout de temps, je ne sais plus quand, mais il y a un petit bout de temps, ça s'appelait Fidel Fati, Just Wanna Touch Me. Et j'étais super fier parce que c'était quand même au tout début où je bossais en radio, je faisais des remixes, mais je bossais aussi en radio. Et mes parents n'étaient pas du tout fans de ça. Mon père voulait que je sois maçon, donc forcément, dans ce milieu-là, il n'y a que des PDD drogués. Il a oublié que chez les maçons. Oui. Donc il n'a pas complètement tort, mais bon voilà. Et donc sauf que j'ai commencé à bosser, et puis peut-être 2 mois après, j'ai fait mon premier remix qui est sorti dans le commerce. Et quand je me souviens de la tête de mes parents quand je suis arrivé avec le vinyle où il y avait écrit mon nom dessus. Là, j'ai vu dans leur visage que ça y est, c'est un métier en fait. Donc voilà, ça s'appelait Fidel Fati, Just Wanna Touch Me. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. C'est le son avec Isabelle et l'image avec Daniel. Et nous sommes toujours avec nos invités, Philippe Bonomo, comédien et chorégraphe, et Domenico Torti, producteur qui a réalisé un certain nombre de remixes. On vient d'entendre celui de Lenny Kravitz, mais il y en a eu plein d'autres. Et apparemment, tu ne remixes que des grands, je crois. Ah non, je peux te sortir toute une liste de gens que personne ne connaît. Mais moi, j'aime beaucoup. Je m'en fous complètement des grands. Que tu as fait jusqu'à maintenant. Fidel Fati, personne ne connaît, mais en l'occurrence, moi j'aimais beaucoup. Après, il y a des grands parce qu'il y a Daft Punk, Cassius, Justice, London Grammar ou Christine and the Queens ou Mika. Mais là, j'ai un remix qui va sortir bientôt d'une chanteuse américaine que j'adore qui s'appelle US Girls. Je ne sais pas si vous la connaissez. Voilà. Peut-être Isabelle. Que j'aime beaucoup. US Girls. Oui, effectivement, je connais, c'est très bien. C'est vachement bien. J'ai un remix qui va sortir bientôt de cette nana. Mais j'ai remixé aussi un artiste qui s'appelle Nakane, qui est un Sud-Africain. C'est sorti il y a 1 mois ou 2, un truc comme ça. Et la semaine prochaine, vendredi, là. Oui, ce vendredi-là, j'ai fait un remix pour Hyphen. De leur single Like Boys, donc ça sort vendredi là, donc ça c'est cool. Et comment ça se passe? On vient de chercher ou c'est toi qui proposes un peu aux artistes, aux maisons de production? Non, ça je l'ai fait quelques fois il y a longtemps, mais je veux pas dire que j'ai moins de temps que qui que ce soit, mais j'ai moins le temps de m'amuser de mon côté pour faire des remixes comme ça, donc en fait je fais des remixes pour lesquels on me demande des choses et voilà. Puis ça me permet d'être payé. Parce que si je propose des remixes, ils sont gentils, mais ils vont me les prendre gratos. Donc, Ça t'est jamais arrivé même maintenant que tu es professionnel, bon évidemment tu le faisais quand tu étais étudiant, quand on se connaissait et tout ça, mais ça t'est jamais arrivé juste par passion, tu tombes sur un super morceau et tu te dis ah là là j'aimerais bien me retrouver en studio et faire 3 heures et je m'éclate, qu'est-ce que je vais faire avec ce morceau? Tu le fais plus ça? Non, je l'ai fait il y a peut-être 3 ans pour le groupe Gossip. Je m'étais fait un espèce de remix qui mélangeait Heavy Cross de Gossip avec Love Long Distance parce que les 2 morceaux avaient des tonalités qui allaient ensemble, donc je me suis fait un remix qui mélangeait les 2. Et il se trouve que Bess Ditto et son groupe Gossip étaient invités à une époque à une radio pour laquelle je bossais, et cette radio a diffusé le remix que j'avais fait et elle a vachement aimé, elle a demandé à me rencontrer. Donc du coup on m'a dit il y a Bess Ditto qui veut te rencontrer, donc vite fait je suis couru dans les loges pour aller la voir. Elle est juste adorable, c'est vraiment
c'est hallucinant, c'est une maman, quoi. Donc en fait, c'est super d'avoir toujours cette passion de se retrouver en studio sur des musiques que t'aimes, etc. Ça peut devenir en plus un projet, du coup. Oui. Non, c'est cool, surtout qu'en plus, du coup, on s'est recroisés quelques fois. C'est quelqu'un qui est vraiment très sympa. Elle doit être comment on dit, ceux qui se souviennent bien des visages des gens. Physionomiste, parce que chaque fois elle me reconnaît, donc ça me fait plaisir. Et il y a un an, on s'est recroisés et je lui ai dit que j'aimais beaucoup sa nouvelle chanson Fire, et elle m'a proposé de faire un remix, et j'ai fait un remix de Fire. Génial. Philippe, dans tes spectacles, il y a beaucoup de musique, bien sûr. Oui. Généralement, oui, parce que comme je viens de la danse et du musical, forcément, il y a de la musique. Maintenant que je suis plus comédien finalement que danseur au niveau interprète. La danse reste présente dans ma vie en tant que chorégraphe, mais je suis officiellement un retraité de la danse. Donc je suis un vieux danseur, mais un jeune comédien. Donc du coup, je travaille maintenant sur des projets où la musique peut être totalement absente. Mais c'est pas ce que je préfère, honnêtement. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Ton parcours avant de parler un peu au spectacle, un spectacle qui s'est passé le 30 mars dernier. Qui s'intitule « Je suis toutes les femmes ». Tu vas nous en parler, donc certainement que ça va se rejouer. Qu'est-ce que tu as fait avant ? Alors, le parcours, tu veux ? Alors, oh là là. Alors, les choses les plus... Oui, j'ai fait beaucoup de choses. En fait, comme tous les danseurs ou tous les professionnels du spectacle, tous les intermittents du spectacle, on passe d'équipe en équipe et de spectacle en spectacle. Et donc, te faire la liste de tous mes employeurs, de tous les spectacles sur lesquels j'ai bossé, on est là encore demain. La rencontre avec Sylvie Joly et Jeanne Masse, comment elle s'est faite Alors, Sylvie Joly, c'est peut-être la rencontre la plus importante de ma vie. Jeanne Masse, bon, c'est presque anecdotique parce qu'on a fait juste 2-3 télés ensemble et là, on travaille peut-être sur un projet de pièce, mais c'est pas encore, donc j'en parle pas, c'est pas du tout. Mais Sylvie, effectivement, Sylvie Joly, ça a été une vraie rencontre très importante. Moi, j'étais très fan, comme le disait Dominico, il y a de ça quelques minutes. C'est quelqu'un qui m'a toujours fait beaucoup rire. Quand j'étais adolescent, je connaissais ses sketchs par cœur, etc. Et un jour, pour les besoins de son grand retour sur scène, elle avait arrêté quelque chose comme 5-6 ans et elle reprenait un nouveau one-man show, un nouveau one-woman show. Et le metteur en scène avait l'idée d'avoir 2 danseurs autour d'elle. Parce que son personnage de Catherine, vous savez, la grande bourgeoise qui a une fille insupportable, la fille était fan de boys band et c'était la suite de Catherine, en fait, de ce sketch, au final du spectacle. Et il disait ce serait dément qu'il y ait vraiment 2 mecs qui fassent les boys band derrière toi et la mère qui se plaignait de sa fille, etc., qu'elle entendait les boys band toute la journée. Et puis du coup, en fait, comme on était là, qu'il fallait nous payer, la production a dit mais pourquoi on paye un cachet à ces 2 danseurs alors qu'ils n'apparaissent que 3 minutes à la fin ? Et donc le metteur en scène a dit mais c'est vrai, maintenant qu'ils sont là, on va les utiliser partout. Et du coup, on a fait on était très présents dans le spectacle. Et ça a tout de suite matché très fort avec Sylvie. Et on a fait 4 spectacles ensuite ensemble. On s'est plus quittés. J'étais son répétiteur parce que évidemment son rêve c'était la comédie musicale. On a même fait une revue ensemble à Mogador. C'est tellement joli. Je lui ai présenté un ami chorégraphe. Et d'ailleurs, c'est cet ami chorégraphe qui m'a rappelé, il y a de cela maintenant quelques mois, pour faire ce nouveau spectacle dont tu parlais, qui s'appelle Je suis toutes les femmes. Alors justement, ce spectacle qui s'est joué en mars dernier. Alors en fait, c'était un petit peu un event à la Bohème du Tertre pour présenter le projet. Et aujourd'hui, nous sommes en résidence à la Bellevilloise, qui est une salle de concert du 20e arrondissement. Rue Boyer. Ouais, c'est ça, rue Boyer. Et puis, et donc là, nous attaquons, on vient de faire jeudi soir, nous y étions pour la 5e fois. On a en gros une date par mois et on revient le 27 septembre à la Bellevilloise pour cette revue qui s'appelle Je suis toutes les femmes. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Nous sommes toujours avec nos invités Domenico Torti et Philippe Bonomo, mais aussi pour la partie chronique Jérôme, Lauriane et Eric Garnier. Cette émission est réalisée pour la partie son par Isabelle et la partie film pour notre chaîne YouTube par notre ami Daniel qui nous observe gentiment et tranquillement et très concentré. Alors, le choix de Dalida, moi j'adore Dalida, tout le monde n'aime pas. Je suis sûr que toi, Eric, Isabelle n'aime pas. Mais... Ouais. Isabelle n'aime pas. Isabelle, vous n'aimez pas Dalida, Isabelle ?
Si. Ah bon. J'aime beaucoup Dalida, mais pas tout le temps et dans certaines circonstances. Ah non, mais on est d'accord. Oui, pourquoi Dalida ? Parce que moi, je suis le co-metteur en scène de cette revue. C'est un spectacle de revue. Donc, c'est fait pour faire rire, c'est fait pour mettre du baume au cœur, du soleil dans les yeux et dans la tête. C'est un spectacle signé Bruno Agatti, le fameux chorégraphe avec qui j'avais déjà fait la revue précédente, C'est tellement joli, et un spectacle qui s'appelait Zapping, qu'on a joué au gymnase pendant très longtemps, et on est parti 2 ans en tournée, donc c'est quelqu'un que je connais très bien. Qui était super bien. Et en fait, le Mixity, c'est le titre de la troupe. Mixity, pourquoi ? Parce que mixité, alors autant dans le sens ensemble, rassemblement, voilà, donc ça veut dire que on fait la fête tous ensemble, autant l'avocat que le prolo, autant l'hétéro que l'homo, autant le pauvre, le riche, voilà. Et c'est une soirée de mixité sociale, sexuelle, de mixité et d'amusement. Et l'idée, c'est que tous les hommes jouent des femmes, les femmes jouent des hommes. Et on fait un hommage à tous ceux qui nous ont fait rêver et qui nous font rêver encore aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà, et donc ça se passe, la deadline c'est décembre 2018, le spectacle, la résidence à la Bellevilloise s'arrête, donc on aura eu nos quelques représentations qui nous auront permis de vraiment... et donc à partir de janvier 2019, du moins c'est tout le mal que je nous souhaite, nous partons sur les routes pour la tournée, pour faire Mixity dans toute la province. Mais pour les Parisiens qui nous écoutent, c'est à la Bellevilloise, une fois par mois, la prochaine c'est le 27 septembre, venez nombreux, venez faire la fête avec nous. Le rendez-vous est pris. Tout de suite, nous allons tendre l'oreille et écouter Isabelle, les sons qui s'ébruitent. Ce soir, Isabelle, tu vas nous parler de podcasts sur le coming out. Oui, Brahim, parce que donc, le coming out, c'est une étape quasi inévitable quand on n'est pas hétérosexuel. Donc vous le savez sûrement, coming out, c'est la contraction de l'expression coming out of the closet, donc sortir du placard où on se cache, où on cache son orientation sexuelle ou son identité de genre. Donc faire son coming out, c'est par exemple dire à sa famille, à ses amis, au monde extérieur et à qui on veut en fait que non, ce n'est pas par souci d'économie qu'on partage son appartement, sa chambre, son lit et surtout son chat avec celle qu'on a appelée jusqu'ici sa meilleure amie. C'est donc une étape essentielle dans la vie des personnes LGBTQI et un cap pas forcément évident à franchir. Alors tu as écouté 2 podcasts pour nous, Isabelle, très différents, traitant du sujet. Le premier est un épisode du podcast intitulé « C'est compliqué », produit par... Slate.fr. Tu es merveilleux dans tes relances. Donc oui, c'est compliqué. C'est, je cite, un courrier du cœur moderne. Donc des anonymes enregistrent leurs questions par téléphone et Lucille Bélan leur donne ses bons conseils. Alors il est important de noter que Lucille Bélan est journaliste. C'est bien précisé dans la description du podcast. Elle n'est, je cite, ni médecin, ni psychologue, ni gourou. Elle a simplement envie de parler de vos problèmes. Eh bien, parfois, il serait peut-être bon qu'elle se taise sur certains sujets. Donc, dans le tout dernier épisode de ce podcast, Lucille Bélan a reçu une question de Myriam. Bonjour Lucille, je m'appelle Myriam, j'ai 37 ans et je cherche le courage pour annoncer à mes amis que j'aime les femmes. Pour l'instant, je n'ai pas réussi. Alors déjà, ma première pensée, c'est de me dire que oui, Myriam, je te confirme et je te tutoie, Myriam, car rien qu'à ta voix, je sens que tu as besoin de proximité. Je te confirme donc qu'à 37 ans, il est temps que tu fasses ton coming out. Mais c'est parti pour les bons conseils de Lucille. Je comprends que vous ayez un besoin de coming out. C'est même très important, ce sentiment. Ce besoin qu'on a d'être connu et reconnu par ses amis, ses proches, sa famille, ses collègues même parfois, comme ce qu'on est, tout simplement. On pourrait penser que votre orientation sexuelle n'a pas d'intérêt pour eux, et en fait, ça vous définit. C'est ce que vous êtes. Vous êtes une femme qui aime les femmes. Donc elle ajoute également plus loin que mettre les mots, ce sera une façon de percer un abcès. Mais alors, comment vous dire, Lucille ? Alors, je m'appelle Myriam, j'aime les femmes, je veux faire mon coming out, je suis lesbienne. Car oui, il y a un mot en fait pour définir une femme qui aime les femmes. C'est le mot de lesbienne et ce n'est pas un gros mot et le dire ne va pas faire s'écrouler le ciel sur nos têtes. Or, le mot lesbienne, Lucille Bélan ne le prononce pas une seule fois.
pas une seule fois durant toute sa réponse, qui dure bien 5 minutes, et c'est long 5 minutes. Alors mieux encore, elle n'utilise pas non plus le mot d'homosexualité ou d'homosexuel, elle parle juste d'orientation sexuelle. Alors comme si nommer les choses qui sont le sujet même de la question posait un problème. Et elle continue. Alors non, Myriam, il ne faut pas avoir peur d'annoncer la nouvelle à tes amis, car... J'ai foi en l'humanité d'aujourd'hui, des gens qui sont instruits. Donc c'est formidable en fait. Pour avoir la grandeur d'âme de ne pas rejeter quelqu'un d'homosexuel, il faut être instruit, je ne sais pas, avoir un bac +5, quelque chose comme ça. Et alors je n'ai aucune idée du milieu dans lequel évolue Myriam, mais des gens instruits, à la Manif pour tous, il y en avait plein. En fait, Donc il faudrait peut-être la prévenir que si Myriam, il y a un risque, malheureusement que parmi tes amis, instruits ou non, certains ne l'acceptent pas. Donc après, à elle de voir si elle décide de leur trouver une excuse ou de filtrer les cons à la fin. Donc Lucille Bélan finit en donnant plein de bons conseils. Alors, Myriam, faites votre coming out vraiment comme vous le sentez, dans une situation où vous êtes à l'aise, réfléchissez bien. Donc vraiment merci Lucille, c'est donc ça qu'il faut faire en fait. Donc Myriam, j'espère vraiment que tu es bien rassurée maintenant. Donc je m'énerve peut-être un peu trop, mais écouter une hétérosexuelle donner des conseils de coming out alors qu'elle est incapable de prononcer le mot lesbienne ou homosexualité, je trouve ça un peu difficile. En fait, pour moi, cet épisode, c'est au podcast l'équivalent de la pizza hawaïenne en cuisine. On se demande vraiment bien qui s'est dit à un moment que c'était une bonne idée. Donc, n'écoutez pas ce podcast, ça fait juste mal aux oreilles de bout en bout. Alors, Isabelle, heureusement qu'il existe d'autres podcasts sur le sujet qui sont, eux, faits par des personnes concernées, bien sûr. Bah oui, heureusement, bien sûr, et en particulier la nouvelle série de podcasts produite par Nouvelles Écoutes et intitulée Queer, alors Queer O-U-I-R à la fin, il y a un jeu de mots. Donc en 6 épisodes, la journaliste Rosen Le Carboulec, qui est elle-même lesbienne, est allée à la rencontre de personnes homosexuelles, bi ou trans, qui lui racontent leur coming out. Donc, dans le premier épisode sorti la semaine dernière, c'est Héloïse, une jeune lesbienne issue d'un milieu catholique pratiquant assez aisé, qui nous parle de son parcours, de son acceptation d'elle-même, de la façon dont elle arrive à concilier son orientation sexuelle et sa religion, et bien sûr de son coming out auprès de ses parents. Donc c'est assez intéressant, et Rosen Le Carboulec s'est rendue chez Héloïse, qui nous livre ses souvenirs et ses réflexions. Mais alors, c'est peut-être mon côté drama queen, je sais pas, mais en lisant la description de l'épisode, je m'attendais à un coming out beaucoup plus compliqué et dramatique. Or, en fait, dès l'âge de 18 ans, Héloïse passe la nuit avec sa copine chez ses parents, sans que ça pose de problème particulier. Elle part avec elle en vacances, dans sa maison de campagne. Donc finalement, ses parents sont plutôt cool. Mais justement, en fait, la partie la plus intéressante du podcast, ce n'est pas vraiment le récit d'Héloïse, mais le témoignage de la mère d'Héloïse. Quand on lit la Bible, ça commence par Adam et Ève. C'est vraiment un homme et une femme qui sont complètement complémentaires. Donc c'est vrai qu'il y a une incompatibilité de base. Voilà, pour moi, même si ça va peut-être plus qu'au-delà de la religion, c'est même quasiment anthropologique. C'est que s'il y a homme et s'il y a femme, c'est pour une bonne raison. Voilà, le fait que 2 femmes ou que 2 hommes ensemble ne puissent pas concevoir, c'est quelque chose de fondamental. Donc effectivement, c'est complètement contradictoire avec ce qui est énoncé dans la Bible, où je ne l'ai pas lu nulle part l'existence ni la reconnaissance de l'homosexualité. Bon, elle finit quand même par dire qu'entre la Bible et sa fille, elle choisit sa fille, mais on perçoit quand même dans ces quelques phrases toute la non-acceptation de l'homosexualité en général. Et on se dit qu'on voudrait en entendre plus, en fait, pour comprendre vraiment l'influence de la religion sur sa réflexion. Et finalement, c'est peut-être un podcast sur les parents des enfants qui ont fait leur coming out qui serait le plus intéressant. Alors, quoi qu'il en soit, je reste très curieuse des prochains épisodes de cette série qui va durer tout l'été. Ça s'appelle donc Queer de Rosen Le Carboulec et c'est à retrouver sur le site internet de Nouvelles Écoutes et sur toutes les plateformes de podcast. Merci Isabelle. C'est vraiment dur. Moi, la maman, elle m'a complètement perturbé, moi. Vraiment. Merci Isabelle. Au micro, l'émission qui se prend au mot. Dominico, combien de temps ça prend pour réaliser un remix ? Je sais pas en fait combien de temps ça prend parce que je bosse pas des journées entières dessus, mais je sais pas. Le Lenny Kravitz, entre quand on me l'a demandé et quand je l'ai terminé, j'ai mis
15 jours, mais c'est-à-dire 15 jours, c'est-à-dire je bossais pas la journée dessus, je bossais le soir dessus. Donc tous les soirs, en fait, par contre, la Kravitz, je me suis mis la pression. Donc tous les soirs, je bossais, donc j'ai mis, je sais pas, 2 semaines en bossant 5 heures par jour dessus, à peu près. Vous prenez le temps de lire. C'est un perfectionniste, hein, c'est aussi. Ah, tu connais bien, en fait. Ah, mais je le connais très bien, c'est un perfectionniste. Ouais. Mais il a raison, hein, c'est pour ça qu'il fait un super boulot. Je vous demandais si vous preniez le temps de lire avec toutes les occupations que vous avez. Bah, on essaye, on essaye. Alors, en fait, ça, c'est pile la bonne période. Là. L'été, on commence à avoir un peu plus de temps pour... Alors, je suis très impatient de découvrir ce que vous allez nous proposer, parce qu'on va lire cet été, oui, je l'espère. Moi, honnêtement, je lis pas, donc je suis complètement... Non, c'est vrai, je lis pas, je suis vraiment un naze, et je dois quand même dire que Eric... Alors, vous ne le voyez pas, mais il a la grande classe. C'est-à-dire que c'est le seul mec que je connaisse qui fait en sorte que son papier soit sorti à la couleur de sa chemise. Ah ouais. Et le mec, c'est juste la classe internationale. Voilà, c'est la classe. Et donc, le mec te donne envie de lire. Tu ne sais même pas de quoi il va te parler, mais il te donne envie de lire. Alors, c'est très élégant. Eric, pour démarrer cet été, alors tu nous fais découvrir un roman d'été qu'on peut lire sur la plage comme ça. C'est pas une petite bluette marrante. C'est quand même un livre assez grave. Mais bon. Voilà, il y a des moments où l'été, on n'est pas toujours sur la plage. Il faut que je mette mon casque. Alors, donc... Mais c'est pas forcément avoir envie de rire ou de sourire, tu vois, c'est juste avoir le temps. Justement, donc ça, c'est vachement bien. Vous allez... voilà, c'est du fort. Alors, Mohamed Mbougar Sarr, que je vais appeler Mohamed Sarr, vient de sortir. Il a pas encore 30 ans. C'est un étudiant... qui étudie à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, qui est originaire du Sénégal et qui donc écrit le livre directement en français. Voilà, à 28 ans, il arrive à sortir un roman comme ça, de purs hommes. Bravo. Moi, à 60 et quelques, j'essaye d'écrire mon premier roman et c'est très très dur. Alors, voilà, son héros s'appelle, alors c'est pas facile, Ndéné. Voilà, c'est un jeune homme, bon, il doit avoir la trentaine. Il est prof d'université et il a une petite amie très libre d'esprit, qui est bisexuelle, alors que lui est relativement un peu coincé, on va dire, sur ces choses-là. Et puis elle va lui montrer une vidéo qui circule voilà, sur les réseaux sociaux, où l'on voit une foule déchaînée en train de déterrer un mort d'un cimetière musulman, car on a appris que ce jeune homme était homosexuel et il n'est pas possible voilà, de tolérer ça. À partir de cette vidéo, va s'enclencher chez Ndéné, grâce d'ailleurs à sa copine, progressivement une prise de conscience de ce qui est une constante dans la société. Ici, c'est la société sénégalaise, mais ce n'est pas le seul pays terrible où l'homophobie et la haine des homosexuels est vraiment très forte. Alors, c'est par un certain nombre d'événements dont l'interdiction qui lui est faite d'enseigner Verlaine dans ses cours à l'université. Verlaine, ce poète homosexuel, alors qu'il n'est pas que homosexuel, il est aussi hétéro, et aussi par un certain nombre de rencontres, dont la mère de ce garçon qui a été déterré et jeté comme ça, et c'est une rencontre magnifique. Progressivement, donc, il va se mettre en route un mouvement chez lui qui est à la fois un mouvement intellectuel, un mouvement aussi psychologique et intime. Et c'est là que ça devient très passionnant. Il va se passer quelque chose en lui que je ne vous révélerai pas, dont on n'est pas forcément certain de la fin, enfin de ce qui va se passer. C'est très ouvert et c'est passionnant. Le lecteur a son rôle à jouer, va continuer le roman. Et cette évolution va le mener donc vers donc ce parcours va le mener vers une évolution personnelle absolument. En tant que lecteur, moi je l'ai trouvée passionnante.
c'est vrai, inéluctable d'une certaine façon. À partir d'un certain moment, un processus est engagé et une évolution absolument bouleversante, mais je ne peux pas vous en dire plus. C'est peut-être là qu'on peut mieux comprendre le titre de Purs hommes et non pas des hommes purs. Voilà, parce que on peut penser qu'un pur homme ne peut pas être homosexuel et ne peut même pas, ne serait-ce qu'accepter l'idée d'homosexualité chez les autres. Alors, c'est un livre, très fort, peut-être vous l'avez compris, peut-être je le dis un peu trop, très touchant. Il tire sa grande valeur d'une analyse absolument implacable, d'une société que je dirais minée par la religion. Bon, ça, c'est mon côté athée. Et en tout cas, d'un peuple trop souvent conditionné, qui vit sur l'ignorance et qui a même, chez certains, qui fait montre d'une grande hypocrisie. Vous verrez à quoi je veux faire allusion. Alors, le style de Mohamed Sarr, je le répète, qui est écrit en français directement, est tout à fait à la hauteur du dessin qu'il s'est donné dans ce livre, qui est d'empoigner absolument subtilement et fermement un sujet très grave, en tout cas en ce qui nous concerne. Pour d'autres, c'est un sujet sans importance. Et il donne à ce sujet donc toute sa profondeur et sa dignité, et même toutes ses lettres de noblesse. Voilà, c'est Mohamed Sarr, de Purs hommes. Et la maison d'édition est très méritante. Oui, c'est laquelle ? Il faut la remercier, c'est Philippe Ray. Et l'auteur vit en Afrique ? Alors, il est étudiant en France. Là, j'ai essayé désespérément de l'avoir, mais il est retourné au Sénégal. On espère qu'il revienne en France continuer ses études à l'École des hautes études. Et voilà, je suis en contact avec... sa maison d'édition. Voilà, une autre attachée de presse qui, elle, lui a envoyé aujourd'hui un mail que je lui ai fait pour l'inviter début septembre. Mais n'attendez pas qu'il soit là. Voilà, c'est un livre... qu'on n'oublie plus. Un livre que vous pourriez lire, Domenico et Philippe. Ah, mais avec grande joie. Tu en parles magnifiquement. Je vais l'acheter direct. Bon, je rembourse à ceux qui sont déçus. Alors, un de nos chroniqueurs qui l'a lu, Michael Cousin, a beaucoup aimé ce livre aussi. Et je lui avais dit, écoute, je te le rembourse si tu ne l'aimes pas. Voilà. Merci, Eric. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Nous allons maintenant nous intéresser à la presse féminine. Et pour ça, Lauriane est avec nous pour nous faire découvrir cet univers, encore une fois, que je ne connais pas vraiment. Sauf dans les salles d'attente, chez le dentiste ou chez le médecin. Mais c'est aussi une petite chronique de saison, puisque très bientôt, les plus chanceux d'entre nous vont partir en vacances. Et que ce soit dans le train, dans l'avion ou à la plage, on aime parfois se plonger dans un magazine. Alors, si certaines et certains des auditeurs et auditrices n'achèteront que du Monde diplomatique ou du Nouveau magazine littéraire, moi, j'avoue que parfois, je m'offre le plaisir un peu vintage et surtout très coupable d'un magazine féminin. Et là, c'est le début d'une guerre interne à l'intérieur de ma tête entre la Lauriane féministe et la Lauriane lesbienne. Prenons le Cosmo de ce mois-ci. Oui, j'ai pris Cosmo parce que c'était celui qui me semblait contenir le moins de texte et le plus d'images. La flamme est maximale en ce début de juillet. En outre, qui vois-je en couverture ? Raffaelli, cette mannequin qui est l'ex de Leonardo DiCaprio à la plage, qui me regarde avec un grand sourire et semble prête à enlever son haut. Gros titre sur la couverture, spécial sexe, tout le plaisir est pour moi. Vendu. Sauf que, stupeur, une fois acheté, je lis le sous-titre, tout le plaisir est pour moi, puis sournoisement, entre parenthèses en dessous, et pour lui aussi. Oh non. Bon alors, je passe toutes les pages qui veulent nous faire acheter des fringues, du maquillage, des bijoux, des crèmes, etc. Et oh tiens, une fille en maillot de bain, oh tiens, une fille en sous-vêtements, oh tiens, j'ai déjà vu plus de centimètres de peau féminine qu'à la dernière Wet For Me, ce qui n'est pas peu dire. Puis j'arrive enfin au spécial sexe. Alors, spécial sexe, qui s'intitule Terrain de jeu. Et là, mon cerveau féministe commence à s'énerver un petit peu. Donc là, comme photo, ils choisissent de nous montrer une demi-femme couchée, en position lascive, dont on ne voit que les mollets et les cuisses bizarrement proportionnés, donc on ne voit même pas sa tête, et franchement, qui garde ses talons dans ce genre de situation ? Évidemment, il n'y a pas un pet de graisse, il n'y a pas l'ombre d'un poil, mais mon cerveau de lesbienne se dit « mais tais-toi, c'est pas mal, c'est porte-jartel quand même, non ?» 2 pages plus loin, donc je tourne la page, n'est-ce pas ? 2 pages plus loin, qu'est-ce que je lis ? Comment adopter un nouveau pénis ?
Ah, donc les portes jartelles, c'était pas pour toi. Page suivante, un orgasme pour toi, un orgasme pour moi. Bon là, je ricane quand même beaucoup, elles en sont encore là, ces pauvres hétéros. Faudrait qu'on leur dise un jour quand même. Enfin, je tourne encore quelques pages et j'arrive à ce moment des magazines féminins qu'on appelle les éditos mode, où ce sont des photos en pleine page. Alors je sais que c'est pour que je regarde et que j'achète l'ensemble de soutien-gorge culotte, mais franchement, sont-ils obligés de faire poser la mannequin contre un mur, comme ça, à moitié nue? Alors, il faudrait que je retrouve vraiment la page. Mais il y a un marque-page quelque part. Quel étrange paradoxe, quand même, un magazine destiné aux femmes hétéros avec autant de femmes à poil que dans FHM ou dans Lui. Enfin, j'imagine, parce que ceux-là, je les ai jamais achetés. Et donc, pour une lesbienne, c'est aussi très étrange. C'est un magazine pour femmes rempli de femmes magnifiques à moitié nues. Et de l'autre, dans l'horoscope, on m'annonce que ce mois-ci, si je suis seule, un nouveau collègue pourra capter mon attention. Donc en conclusion, à l'image des magazines féminins, cette chronique ne vous aura rien appris, mais j'ai quand même 3 points de conclusion. Premièrement, les lesbiennes n'existent toujours pas dans les magazines féminins. Deuxièmement, la femme est évidemment oversexualisée, complètement normée, blanche, ultra mince, sans poils, etc. Donc au niveau féminisme, ils sont complètement à l'ouest. Et donc je suis ravie d'être là, troisièmement, parce que je peux entendre les conseils d'Éric et Jérôme, car je cherche désespérément des choses à lire sur la plage. Oui, très bien. Mais alors oui, c'est fou, il n'existe pas grand-chose et rien. Ben, de temps en temps, on a des articles sur les lesbiennes, dans le L notamment, il y en a eu un il n'y a pas très longtemps. Je me souviens d'une chronique à Gouinement lundi, je crois. Mais c'est très très rare, oui. Et donc quand on achète au hasard un magazine, on ne trouve pas de lesbiennes. Ça et comment ils abordent le sujet dans L? Faudrait réécouter, Isabelle, si je ne me trompe pas, un numéro précédent de Gouinement lundi. Oui, tout à fait. C'était une chronique faite par une journaliste de la JL sur cet article de Elle qui parlait de lesbienne, mais encore une fois sans dire du tout le mot de lesbienne. Et on était c'était Ingrid Terroit, je crois, et on était allé interroger cette journaliste. Donc oui, c'est à écouter sur les podcasts de Gouinement lundi, qui est maintenant indépendant du podcast d'Homo Micro, et auquel vous pouvez vous inscrire. Vous devriez d'ailleurs vous inscrire. Qu'est-ce qu'il faudrait en fait demander aux lesbiennes qu'elles créent elles-mêmes des magazines qui s'intéressent aux lesbiennes, si ça n'existe pas? On essaye. Aller sur Lesbien Raisonnable, mais ouais, c'est un peu compliqué. Merci. Philippe, tu es outré? Non, mais en fait, c'est parce que j'étais en train de réfléchir et je me disais, d'abord, la première chose, c'est que Cosmo, si on l'achète ou si on le lit, on sait très exactement ce que c'est. On le prend jamais au sérieux du tout, cette histoire. Et je crois que même les abonnés, les nanas qui prennent Cosmo, si évidemment, je pense que la majorité sont hétérosexuelles puisque ça s'adresse à elles. Mais elles-mêmes se gaussent, elles sont là pour regarder des photos, voir il est pas mal ce maillot, machin et tout. Enfin, il y a absolument aucun. Bien sûr, il y a rien de sérieux là-dedans. Il y a des tests, etc. Et même moi, je m'amuse quand je tombe sur des Cosmos. Des fois, je fais le test. Êtes-vous mode, êtes-vous cool? Ouais. Mais bon, voilà, on le prend pour ça, le Cosmo. Et Lauriane, autrement, est-ce qu'il y a des filles qui t'attirent dans le Cosmo? Non, en vrai, c'est un tout petit peu trop hétéronormé pour moi. Mais... Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait? Donc, imaginons un magazine que toi, tu aimerais bien acheter où tu trouves plein de choses qui t'intéressent. Comment tu le verrais, toi? Un magazine People qui se consacrerait à Kristen Stewart et je sais pas, moi, Adèle Haenel, des gens comme ça, des actrices qui ont fait leur coming out et qu'on aime bien. Il y a plein de choses à créer, Isabelle, avec Lauriane et toutes les filles de Gouinement lundi. Oui. Hein? Je savais pas que Kristen Stewart avait fait son coming out. Ah bah si, bien sûr. Ah mais oui, mais je suis nul, je suis totalement out finalement. Ok. T'étais dans le car. Non, c'est une private joke, excusez-nous. C'est parce que je rentre de Mulhouse et que j'ai mis 8 heures de car et c'est la première chose que j'ai dit en arrivant en disant je suis au bout de ma vie. J'ai mis 8 heures pour faire Mulhouse-Paris, il n'y a qu'à moi que ça. Et tu es venu pour nous en fait. Parce Exactement. que tu aurais pu prolonger Il faut que je vous aime. Merci. Lauriane, tu peux nous rappeler l'adresse de ton site internet, ton blog? Ouais, c'est lesbienraisonnable.com. Ouais. Et qu'est-ce que tu prépares pour la rentrée? Ou c'est une surprise? Là, c'est les vacances pour l'instant. Merci, tu reviens vers nous, j'espère, en début de saison prochaine. Merci, Lauriane. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Avant de retrouver nos invités, je vous propose de tendre l'oreille, cette fois-ci pour écouter notre ami Jérôme, qui va nous présenter son coup de cœur
de l'amour en Autistan. Oui, la dernière fois que je vous parlais d'un de mes coups de cœur, je vous présentais La Pissotière de feu Warwick Collins, sur la situation des gays dans l'Angleterre de la fin des années 90, la tolérance et le racisme. Depuis, sous mes yeux sont passés Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano, Le potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison du finlandais Arto Passilina, mais aussi La pluie ne change rien au désir de Véronique Olmy, sans parler de l'extraordinaire Voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Puertolas, que maintenant on peut voir au cinéma. Vive la littérature. Alors, quelle bibliothèque, Jérôme Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, aujourd'hui, je vous parlerai d'un livre qu'il faut absolument avoir lu. Ça s'appelle De l'amour en Autistan de Josef Chovanec, notre confrère d'Europe numéro 1, auteur vivant avec le syndrome d'Asperger. Autrement dit, il est autiste. C'est un livre qui est sorti en 2015 chez Plomb. Il a écrit ce livre, je cite, pour créer un électrochoc et montrer la vie intérieure des gens autistes, car pendant longtemps on a cru que cette vie était pauvre, voire stérile. Pour le coup, il a choisi une majorité de filles avec autisme parce qu'on oublie souvent l'autisme au féminin. Ce livre est rare, il faut le souligner, puisqu'il parle parmi les histoires de Sonia Gabriel et de Sixte Henry d'autisme, d'amour, d'homosexualité à travers le personnage de Debbie, lesbienne, haute couturière devenue antiquaire, amoureuse d'une designeuse femme d'affaires internationale, et puis aussi de Jessica, cette anglaise amie des autistes. Alors, je sais pas si on peut lire un petit bout, j'en sais rien. Brahim, ouais, je peux. Oh bah écoute, c'est le temps de tourner les pages, comme on dit chez nous. Voilà. Pour elle, j'ai tout quitté. C'est ça, 58. 58-60, ouais. 58-60. Je me trompais lourdement, c'était un jour d'été, de ceux qui closent l'année scolaire, de ceux où on se rend compte que l'avenir ne sera plus comme le passé, où confrontés au temps court se précipitent parfois les jeunes amours. Les délicats sentiments de plusieurs de mes camarades de classe ont pris chez moi la couleur de l'épouvante. Celle dont j'étais amoureuse n'était pas un garçon. J'en ai pleuré, voyant cette anomalie supplémentaire comme un signe encore plus lourd d'un destin déjà féroce. Pleurer sous les moqueries et chicanes de celles qui auraient dû être mes camarades et ne le furent jamais pourtant. Pleurer car une voix me disait que tout dans ma vie ne pouvait qu'être échec. Alors j'ai voulu lutter face au sort qui s'acharne, réussir au moins une chose dans la vie, me préparer à un gros moment. Réfugié dans le silence d'une église délaissée, je suis sans songer au blasphème, monté à l'autel et déclamé face à l'immense salle vide, ce qui faisait mouvoir mon cœur. Et alors que je pensais en être incapable, j'ai instantanément trouvé les mots justes, les phrases qui s'articulent dans la magie du moment et que je m'exerçais pour les dire plus tard devant l'aimé. Je vivais presque mon bonheur quand une silhouette a fait choir mon monde. De derrière un pilier, monsieur le curé est apparu. Il avait tout entendu et chassa promptement l'usurpatrice de sa place. Bref, on pourrait continuer encore. Face au mur, face à l'échec des mots, le temps devenant plus court que jamais, je me suis écarté pour la seule fois de ma vie du droit chemin. J'ai pris des risques et j'ai volé. Quelques risques, après tout, ma vie étant finie. Sans autre précaution, je me suis emparé d'un précieux collier en or dans une bijouterie, de ceux que jamais je ne posséderais. Me suis jeté aux pieds de l'aimée et voulu la couronner. Elle m'a repoussé, ne sachant plus quoi faire. J'ai couru vers Lyon, là précisément où ses eaux ont charrié tant de malheurs. Du haut d'un pont, au lieu de m'y jeter, je fis pire. J'y ai fait mourir mon collier, qui aurait dû être celui de l'autre, et qui, étant mien, n'avait plus de valeur. Alors, certaine du rejet de la maison de ma mère, j'ai quitté ce que fut mon pays pour la ville lointaine et inconnue, pour 2 décennies plus noires encore que mes yeux. Là, c'est le début du livre. Il faut savoir que c'est une construction, et à la fin, elle tombe face à l'être aimé qu'elle retrouve, que finalement le collier continue de vivre parce que finalement il va être retrouvé aussi. C'est magnifique comme bouquin et on remarque que ça montre encore la difficulté d'aimer. D'aimer de débit face à la société d'aujourd'hui avec tous les a priori qu'on a encore. Alors l'autisme et l'homosexualité, c'est quand même quelque chose qui est assez rare en littérature. D'après mes recherches, les deux mélangés, oui, c'est assez rare. De surcroît, Debbie est une femme et il existe encore
trop peu d'études. La dernière date de 2006 avec l'œuvre d'Isabelle Hainaut, Sexualité et syndrome d'Asperger, suite à des études conduites avec Tony Attwood en 2001. Il existe peu de romans dans le monde qui allient les deux thèmes, autisme et homosexualité. Joseph Chovanec nous parle dans le livre De l'amour en autistant chez Plomb de femmes autistes et lesbiennes. Côté témoignage, il y a le livre intitulé Accepté de Chad Bow et Kaylin Lovell, où c'est le petit frère autiste Maxime qui est témoin de l'amour de son frère. Alors il explique comment il ressent ça, comment il vit. Et puis, comment ne pas parler du livre d'Heidi Cullinan, je ne sais pas si tu connais Eric, La mère pour refuge, avec la superbe histoire de Emmett et de Jeremy. Voilà. C'est vraiment rare, il y a très très peu de livres qui mêle autisme et homosexualité. Lui, l'amour en autistant, il parle donc de lesbienne et autisme. Et ça, c'est encore plus rare. Ça doit être le seul sur toute la planète. Donc, c'est vraiment un lire. Jérôme, alors pourquoi ce livre est ton coup de cœur aujourd'hui ? Parce que c'est un livre ouvert. 222 pages sur le monde de l'autisme, sans frontières, avec une richesse d'écriture et un hommage à la langue française. Le tout dans l'apprentissage de la vie. Et je terminerai juste par les mots de Joseph Chovanec, qui l'a si bien écrit dans son livre. Je le cite, « C'est seulement en partageant avec les autres que l'on apprend pleinement ». Je trouve que cette phrase, elle est magique, elle est pleine d'enseignements. Parce que moi, ça fait très longtemps que je le dis, tu le sais, Brahim, il n'y a rien de tel que l'ignorance pour faire des conneries. Je crois qu'on a le droit de faire des bêtises. Il faut apprendre à connaître les gens. On ne peut pas dire on déteste quelqu'un sans avoir appris à le connaître et donc à l'aimer. Merci pour cette conclusion. Et dis-nous, cet été, qu'est-ce que tu vas lire ? Qu'est-ce que je vais lire ? Alors, je viens de finir Aphrodite et vieille dentelle. Deux grands-mères qui se sont lancées de 79 et 72 ans, qui se sont lancées dans l'élixir aphrodisiaque. C'est de la Suédoise Karin Brunk-Holmqvist. Pendant les vacances, ce sera le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, des américaines Marianne Schaeffer et Dani Barrows, ou encore J'aime le sexe, mais je préfère la pizza, de Thomas Raphael, où il nous fait part de 15 récits autobiographiques, à savoir que Thomas Raphael est homosexuel. Eric, je ne sais pas, peut-être pour la rentrée. On sera à deux en parler, c'est cool. Merci. Jérôme, dis-nous, depuis que tu nous as rejoints, ça fait une saison que tu es avec nous. Oui, exact. Et c'est un vrai plaisir de vous avoir retrouvés là. Franchement, c'est... En tant qu'hétéro, ton épouse, elle t'écoute écoute, ma femme et mes enfants. Ah oui ? Ouais. Parce qu'ils sont très... moi, comme je dis... Et je leur dis souvent à mes enfants, soyez libres. Soyez libres de vivre comme vous voulez, d'être comme vous êtes. Si quelqu'un est différent de vous, c'est pas grave, existez comme vous êtes. Et moi, c'est ma philosophie, et je pars du principe que pourquoi on empêcherait quelqu'un d'être libre de vivre comme il veut. Merci Jérôme, et reste comme tu es. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Nous allons rejoindre les inséparables amis Domenico Torti et Philippe Bonomo. Vous prenez le temps de vous voir régulièrement ? Comment ça se passe ? Non, jamais. Non. Je le déteste. On essaye, mais il annule toujours la veille. Donc. Vos projets, vous nous avez parlé un peu de votre parcours, tout ça, donc j'imagine que vous avez des projets plein la tête, donc tu peux bien sûr nous rappeler encore une fois le spectacle à la rentrée. La troupe Mix City, conçue par Bruno Agatti. Le spectacle s'appelle Je suis toutes les femmes. Je suis co-metteur en scène avec lui de ce spectacle. Nous sommes en résidence à la Bellevilloise jusqu'en décembre. Nous serons à la Bellevilloise une fois par mois et puis nous partons sur les routes ensuite. C'est un spectacle de revue pour rire, pas que revue traditionnelle, on n'essaye pas de faire Michou du tout, c'est pas du tout notre cas, mais il s'agit de 10 danseurs, comédiens, chanteurs qui s'amusent à se grimer, qui cherchent pas du tout le sosie et qui s'amusent à créer des rencontres improbables quand Barbara croise Ariel Dombal, quand Amy Winehouse s'écroule sur les genoux de Mylène Farmer, etc. Donc c'est pour rire, c'est de la vraie parodie, c'est un vrai retour au cabaret et aux années Palace des années 80-90 et les années de fête du New York et du Paris qu'on aime, qui n'existent plus aujourd'hui. Qui sont les comédiens qui jouent avec toi ? Moi et moi. Non, tu veux que je te les cite tous ? Oui.
font partie de l'équipe. Alors, il y a Bruno Agati, donc le co-metteur en scène, qui est aussi l'incarnation de plusieurs personnages. Il y a... alors, attends, je me concentre. Alors, il y a Thiago, T-Vein, qui est le sosie officiel de Michael Jackson, qui était sur la tournée avortée de This Is It. Il y a Mathieu, qui fait une Céline Dion absolument démente. Il y a deux femmes qu'on adore. Fabienne, qui fait Sheila, par exemple, entre autres, et Bonnie Tyler, et d'autres choses. Et il y a la petite Marie, qui est une Kylie Minogue géniale. Et puis, tous ces gens-là se croisent, ont du texte et ont des chansons et des ballets, des chorégraphies, et toujours pour s'amuser. Et on se permet quelques petites virgules d'émotion. Ouais. Et voilà, c'est un spectacle que j'aime beaucoup et que je défends tant que je peux. Le spectacle, tu l'as vu, Domenico? Ah oui, c'est super bien. Franchement, c'est un peu bizarre ce Philippe, je le connais depuis super longtemps. Donc en fait, comme on s'est connus jeunes, on faisait beaucoup de conneries ensemble, etc. Moi, je mets toujours... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas qu'on prend pas les choses au sérieux, c'est qu'il y a ce truc comme ça un peu léger. Et en fait, tu vois le mec après... Et en fait, le spectacle est super bien, c'est hyper... Je sais pas comment dire ça, parce que c'est un peu délicat, comme si j'avais imaginé que c'était nul, mais même je te l'ai dit, ça m'a vraiment plus qu'agréablement surpris. C'est un truc vraiment, c'est ultra carré, parce qu'il dit comme ça, on s'amuse, etc. Mais en fait, c'est super carré, c'est super bien joué. Il y a évidemment des tableaux que je préfère à d'autres, mais c'est vraiment super bien, c'est pas cheap du tout. Ça concurrence personne, parce qu'il y a des tableaux qui sont assez particuliers, qui mêlent imitation avec... Enfin, par exemple, Céline Dion, c'est hallucinant. Ouais. Mais vraiment, c'est hallucinant. Quand je dis que c'est hallucinant, il faut aller voir, pas que pour Céline Dion, mais je peux vous dire que quand Céline Dion débarque, c'est quelque chose. C'est génial. Vraiment, voilà. Donc, est-ce que tu as prévu une invitation pour la rentrée, Isabelle, parce que comme elle aime bien Dalida et plein d'autres personnes que tu as citées? Évidemment, mais Isabelle a un abonnement. Je lui propose un abonnement, elle viendra voir Je suis toutes les femmes, oui. Et je lui offre évidemment le best-of de Dalida. Merci. Vraiment, merci. Je suis très, très touchée. Domenico, Michael Jackson, tu aurais aimé faire un remix de lui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait? Tu en as fait? Dans le Lenny Kravitz, il y a des petits bouts de Michael Jackson, donc bon, de loin. De loin, mais il n'y a pas moyen de faire quelque chose de lui, même si... Si, il y a des moyens, bien sûr que si, il y a de quoi faire, mais bon... ce serait un remix de plus. Il y en a déjà tellement des remixes de Michael Jackson, et puis je suis tellement fan que c'est un peu, je vais pas dire que j'ai remixé que des gens dont je suis pas fan, mais c'est un peu particulier quand même, Michael Jackson. Puis j'aime bien l'idée quand même qu'un artiste entende, si toutefois c'est validé, si l'artiste a son mot à dire, j'aime bien l'idée que l'artiste entende quand même un petit peu ce que j'ai fait, même si c'est pour me dire que c'est naze, mais au moins voilà, maintenant Michael Jackson il est allongé pendant des milliards d'années, il n'entendra jamais ce que je fais, et voilà. Donc, puis j'ai tellement de respect pour lui que c'est très bien comme ça. D'autres projets en remix, est-ce que tu peux nous en parler ou ça reste secret? Il y a le remix que j'ai fait pour Hyphen. Alors Hyphen, c'est assez, ils sont connus, etc. Mais honnêtement, la chanteuse Santa, elle est incroyable. Les deux, Adam et Lynn, sont super. Ils étaient 4, maintenant ils sont plus que 3. Il y a le batteur qui est parti, mais ils sont en bon terme. Hein. C'est pas, voilà, je balance pas de choses particulièrement croustillantes, mais c'est un groupe vraiment qu'il faut découvrir. Enfin, ils avaient fait un gros tube l'année dernière, il y a 2 ans. Là, ils reviennent avec un nouvel album. Ils ont un son particulier. Ils ont vraiment, moi, c'est des gens, quand j'ai écouté ce qu'ils font, on peut avoir tendance à être un peu blasé parce qu'il y a tellement de choses qui sortent et puis tout le monde veut ressembler à tout le monde. Donc, je trouve que c'est genre aucun intérêt. Mais alors, eux, ils ont une personnalité. Santa, la chanteuse, la leaduse, elle a une super voix. C'est une rockeuse. Je vous conseille d'aller voir sur Internet sa prestation qu'elle avait fait à l'émission de Barthez quand elle avait chanté en live Just Need Your Love devant Bess Ditto, justement. Elle avait fini debout à chanter sur la table devant Bess Ditto qui était complètement hallucinée. C'est génial. Et donc j'ai fait un remix pour ce groupe Hyphen qui sort vendredi. Donc je suis très content parce que je les aime beaucoup et que j'aime beaucoup la chanson. Ça s'appelle Like Boys. Et comment on peut aujourd'hui se procurer tes remix? Comment ça se passe? Donc si on veut s'en acheter quelques-uns sur les plateformes de téléchargement légales. Ouais. Je sais pas. Cadre d'en citer 3. Oula, alors on peut streamer sur Deezer, Spotify ou Apple Music. Ah, je t'ai eu. Hein. Bien. Alors pour les acheter, en revanche, voilà.
Non, mais vous pouvez les trouver sur iTunes, sur Amazon. Ceci dit, sur Deezer ou ce genre de plateforme musicale, on ne peut pas télécharger. Si, je crois. Si, bien sûr. Si, tu peux. Si, tu peux. Si, tu peux. Ah. Si. Donc ouais, après, il y en a certains qui, parfois, quand ils ont des budgets ou envie d'avoir un truc avec une image un peu particulière, les sortent en vinyle. Voilà, ce qui est plutôt classe. Moi, j'avais fait un remix pour Justice qui est sorti en vinyle. C'est toujours assez joli parce que moi, je suis un peu old school, donc avoir un grand truc. Puis comme je vois pas bien maintenant, ça me permet de vérifier s'il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc c'est bien. Voilà. Domenico et Philippe, merci d'avoir répondu. Merci beaucoup. Et puis franchement, on a passé un bon moment avec vous. Et je trouve ça vraiment sympa. Je ne connaissais pas tout le monde, mais je sais pas, c'est bien, c'est en même temps très simple et super carré, donc c'est bien. Et merci Brahim pour ton invitation, parce que c'est toujours, moi c'est la 3e fois que je viens en fait, et je me régale toujours autant, et je voulais absolument saluer ton témoignage que j'ai vu à la télévision il y a peu de temps, dans l'émission sur France 2. Dans les yeux d'Olivier, non ? Dans les yeux d'Olivier. Je t'ai trouvé absolument magnifique. Et tu m'as tellement touché que je me suis permis de t'envoyer un petit message. Et je voulais que les auditeurs, s'ils n'ont pas vu cette émission, prennent le temps de la regarder en replay, parce qu'il y a des discours et des paroles superbes, et c'est un vrai beau moment, un beau témoignage, une belle humanité. Donc merci Brahim, merci pour toute cette émotion. Merci à vous en tout cas d'être venu et d'être passé par Homo Micro. Pour cette dernière, je tiens à saluer toutes les chroniqueuses et chroniqueurs qui ont fait que cette émission se poursuive et soit toujours à votre service. Merci à toutes et à tous. Il y a au moins une vingtaine de chroniqueuses et de chroniqueurs donc, qui font partie de l'équipe. Merci pour ce soir à Éric Garnier, Lauriane. Éric. Je voudrais juste dire que surveillez le mercredi les prochains Télérama. Il y aura un article sur l'émission et la radio par pluriel, effectivement. Ah, c'est cool. Ouais. Merci Télérama, donc mercredi. Merci Jérôme. Merci à Isabelle. Rendez-vous la rentrée prochaine. Isabelle, dis-nous, lundi 17, ce sera une rediffusion. Lundi 16. Pardon, ce sera une rediffusion. Est-ce que tu peux nous dire... Non, c'est pas une rediffusion. On est là, mais on n'est pas là. C'est-à-dire c'est un faux direct. C'est un enregistrement, effectivement, d'une émission que nous avons enregistrée la semaine dernière avec Yann Gonzalez, le réalisateur de film Un couteau dans le cœur, actuellement en salle avec Vanessa Paradis, Kate Moran. Voilà. Et donc un film étrange, particulier, mais que je vous conseille d'aller voir, parce que ce qu'on soulignait avec lui, c'est que c'est un des rares films où 99% des personnages font partie de la communauté LGBTQ. Il n'y a que des lesbiennes, des gays, des trans, des queers. C'est un monde assez formidable. Effectivement, et un type très très sympa. Oui, très sympathique. Très simple. Donc ce sera l'émission de la semaine prochaine, et d'ailleurs dans ma programmation musicale, bon, j'avais mis du Dalida pour rappeler les années 70. Voilà, il y avait une raison bien précise, donc je spoil un peu l'émission de la semaine prochaine, mais on m'en a fait remettre une couche. Donc voilà. Merci à Daniel aussi pour la partie YouTube. Depuis septembre dernier, Daniel nous filme et on a donc l'occasion d'être vu aussi sur YouTube. Et du 4 au 12, nous serons amenés à faire des sujets avec notre partenaire Pink TV au Gay Games. Et au Gay Games, vous savez, il y a toujours besoin de bénévoles. Donc si vous avez besoin de passer de temps un peu sur un événement comme celui-ci, n'hésitez pas, allez sur le site des Gay Games et on a besoin de bénévoles. Merci aux invités, merci Domenico, merci Philippe. À toi. Merci à toutes et à tous et à très très vite. Bel été en attendant la rentrée de septembre. On vous embrasse. Homo Micro.